Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, clôture d'une formation sur le droit maritime international et le droit international des migrations. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, les forces israéliennes bafouent les ordonnances de la Cour internationale de justice et tuent des civils. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue hier dans la région d'Ali Sebieh. Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du cadre des concertations et de coordination régionale de la restitution et consolidation des paquets essentiels d'activités menées par les communautés locales, le projet mettant directement à contribution les structures multisectorielles, le conseil régional, des chefs-lieux de région, la préfecture et les sous-préfectures. Puis s'est tenue une réunion de concertation dans les locaux du conseil régional d'Ali Sebieh et a vu la participation du préfet de cette région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, du vice-président du conseil régional, Nouh Saïd Geldon, les parlementaires de la région et des membres du comité ainsi que les responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Ce déplacement avait pour objectif de regrouper les cadres des secteurs institutionnels, de coordonner les activités du ministère de la Femme et de la Famille avec les structures décentralisées et déconcertées des différents ministères du conseil régional, préfecture, sous-préfecture en matière de santé, éducation, alphabétisation, de la culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, le ministère de la Femme ainsi que le ministère des Affaires musulmanes et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, l'UNFD, la NPH, la Gendarmerie nationale, en vue de développer des canaux de collaboration multisectoriels et dans l'approche communautaire des 15 coopératives communautaires, des 52 mutuelles communautaires, sont organisées dans les chefs-lieux des régions et dans plusieurs localités villageoises. L'institutionnalisation des activités consistera à la redynamisation de toutes les structures déconcertées pour pouvoir générer des meilleurs résultats à des comptes. Eh bien, dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille a mis en exergue le développement des pistes de collaboration sectorielle, de proximité, avec les structures déconcertées concernées et vu de créer des axes de synergie et d'action. Rappelons que l'identification des services de planning familial, le développement du microcrédit et d'entrepreneuriat en faveur des jeunes filles et des femmes de la région et plusieurs activités de lutte contre les mutilations génitales féminines dans les 5 régions de l'intérieur, la protection sociale, l'enfance, des créations garderies communautaires pour le développement de l'enfant ont été réalisées, a-t-elle déclaré la ministre. Je vous emmène cette fois-ci à Singapour, où la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a effectué une visite de travail et de partage d'expériences à Singapour du 26 au 1er juin 2024. La ministre a conduit une importante délégation composée des hauts cadres de son ministère, dont notamment sa conseillère principale, le directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, le directeur général de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, sous son acronyme ARULOS, la directrice générale de la société immobilière d'aménagement foncier. La ministre et son équipe ont eu des échanges fructueux avec les équipes de la Société nationale de la gestion du foncier, l'Agence du développement du logement, l'Autorité de redéveloppement urbain, l'Agence de coopération singapourienne et des acteurs du secteur privé dans le domaine des constructions. Grâce à sa position stratégique et sa logistique portuaire, tout comme Singapour, Djibouti souhaite s'inspirer de Singapour pour accélérer son développement tant sur le plan économique que sur le plan du développement urbain. À cet effet, la gestion spatiale du territoire, la planification urbaine de la ville et la coordination entre les différents départements en charge de la gestion de la ville ont été au cœur des discussions avec les autorités singapouriennes. Enfin, les deux parties ont convenu de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la planification urbaine et la promotion du logement abordable et de la maîtrise du développement urbain. Retour à Djibouti, direction le nord du pays où le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, s'est rendu hier à Médého, localité située à 30 km de Bok, pour une mission d'inspection des travaux de réhabilitation de la piste Orobor-Médého. La délégation a fait une pause à Orobor
avec une rencontre avec la localité, la population locale qui a chaleureusement accueilli la délégation. En effet, la réhabilitation de la piste Orobor-Midihou est une doléance plusieurs fois formulée par les habitants de la région qui s'est aujourd'hui concrétisée grâce à la volonté de Dieu et aux efforts continus du ministre délégué à la décentralisation. La réhabilitation de la piste Orobor-Midihou est une activité inscrite dans le plan de développement de la région de Bok, un document stratégique élaboré suite à des consultations larges réunissant les projets prioritaires de la région. La réhabilitation de la piste Orobor-Midihou répond suite à la politique désenclavement territorial prônée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et déclinée dans le plan national de développement ainsi que dans la vision 2035. Par la suite, la délégation conduite par le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, s'est rendue à Midihou, sur les hauteurs du Mabla, où un accueil chaleureux a été réservé à la délégation. La population de Midihou, dont le local général Salah, a remercié le ministre et sa délégation qui l'accompagne. Eh bien, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, lors de sa rencontre avec la population de la localité de Midihou, a exprimé ses remerciements sincères pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a rappelé que lors de son dernier déplacement à Midihou, le Hockey général de Mabla, Salah, lui a fait part de 3 doléances principales. Premièrement, l'absence de téléphone pour donner des alertes d'urgence. Deuxièmement, l'état des pistes rurales. Et enfin, le problème de l'accès à l'eau. Le ministre de la décentralisation a souligné qu'il a transmis ses doléances au président de la République, qui lui a ordonné de résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, presque toutes ces doléances ont été satisfaites. Les téléphones fonctionnent désormais même à l'intérieur de Toukoul et les pistes ont été améliorées. Le trajet qui prenait auparavant des heures ne dure maintenant plus qu'une quarantaine de minutes pour atteindre à Midihou, a-t-il précisé. Il a également souligné que pour l'eau puisse arriver, il était nécessaire de régler d'abord le problème des pistes. Une fois les pistes acheminées, le problème de l'accès à l'eau sera résolu. Le ministre a insisté sur le fait que l'État a ses obligations et l'eau, la préservation des infrastructures incombe à la population. Il a précisé que toutes ces œuvres et projets sont les fruits de la politique du président de la République déclinée dans le plan national et développement ainsi que dans la vision 2035. Direction la Libye, où l'honorable député Mahmoud Mustafa Daher, membre du Parlement panafricain, prend part à la première conférence Afrique-Europe sur la migration à Benghazi en Libye. Ainsi, la délégation parlementaire, conduite par le président du Parlement panafricain, chef Fortune Charoumbira, est composée d'une quinzaine de députés africains du Bénin, de la Gambie, de Djibouti, du Cameroun, du Lesotho, du Maroc, de l'Estonie, de la Namibie et de la Burundi, présidée par le Premier ministre et les ministères des Affaires étrangères et de la migration. Cette conférence pionnière dans le cadre afro-européen sur la migration sous le thème Solutions durables pour la migration implique des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des experts des ONG ainsi que des personnes de la société civile des 2 continents. Cependant, cette approche globale a été défis migratoires auxquels sont confrontés les 2 continents vise à faciliter un dialogue collaboratif entre les pays africains et européens. Par ailleurs, cette initiative marque une étape importante vers la résolution des défis et des solutions durables et inclusives. Retour à Djibouti, domaine santé à présent, où dans le cadre du processus d'amélioration de la qualité des données, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes de santé prioritaires, a organisé un atelier de réflexion sur la qualité des données du paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose, présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed. Cet atelier a également vu la participation de la directrice générale de l'offre des soins, Mme Sahara Moussebouh, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mounira Ali Ahmed, et Dr Bouh Abdi Khere, et du PNUD. Cet atelier de réflexion a aussi réuni l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Santé, les responsables du CHUD, les médecins-chefs des centres de santé communautaires, les médecins-chefs des 5 régions de l'intérieur,
ainsi que les points focaux pour les donner toutes les structures sanitaires du pays. L'objectif de cet atelier est d'analyser la qualité des données programmatiques, épidémiologiques et logistiques. Chacun des 3 programmes de comprendre les tenants et aboutissants sur la qualité de l'appropriation des données par les structures de santé, de formuler les recommandations concertées et réalisations. Les données épidémiologiques de routine et de consommation nous permettent d'avoir une bonne image des situations des 3 maladies par conséquent et prendre des décisions orientées sur les vrais défis. Au cours des 20 dernières années, des investissements considérables ont aidé notre pays à renforcer son système d'information sur la gestion sanitaire, notamment les données statistiques des services de routine, la surveillance des maladies et d'autres sources de données essentielles utilisées dans la riposte contre le VIH-Sida. Eh bien, le paludisme et la tuberculose, ces investissements sans précédent ont permis au pays de suivre et d'évaluer régulièrement leur programme de prise en charge du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose, en fournissant des données au niveau des établissements sur une multitude d'indicateurs de services. Pour plus de précision, écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé. Comme vous le savez, dans notre pays, les 3 maladies, VIH, tuberculose, paludisme, constituent un lourd fardeau sur l'économie du pays en général et des ménages en particulier. Elle compte par conséquent parmi les principales priorités nationales en matière de santé. En témoigne l'engagement politique important pris par notre gouvernement qui s'est matérialisé par la souscription aux différents engagements sous-régionaux et internationaux. Les données épidémiologiques de routine et de consommation nous permettent d'avoir une bonne image de la situation de ces 3 maladies et par conséquent de prendre des décisions orientées sur les défis. Sans cette préalable, nous ne pourrons jamais ni atteindre les objectifs de réduction du fardeau socio-économique, ni répondre aux engagements auxquels le pays a souscrit. Pour suivre l'évolution des tendances et prendre de bonnes décisions de lutte, les données de surveillance épidémiologique de routine générées à travers la plateforme DHS2 et les données de consommation générées par le M-Supply doivent être correctes, exactes et promptes. Durant les 2 jours de cet atelier, vous aurez l'occasion de débattre sur les thématiques retenues dans l'agenda pour faire une évaluation et une autocritique sur les données rapportées, sur les outils disponibles et sur la qualité des services offerts aux malades affectés par chacune de ces 3 maladies. Nous rappelons que le ministère de la Santé est actuellement le récipiendaire principal des subventions 2024-2026 du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose. Éducation, cette fois-ci, où la cérémonie de remise des diplômés aux étudiants et étudiantes des écoles Al-Zad de Djibouti s'est tenue hier pour l'année scolaire 2023-2024. La cérémonie s'est tenue en présence de Ali Bouh, membre du conseil fondateur des directeurs d'écoles privées arabes Djibouti, ainsi que de plusieurs ambassadeurs, directeurs des branches scolaires Al-Zad, le professeur de l'école Al-Zad et des parents d'élèves et des membres d'étudiants. La cérémonie a inclus diverses sections, notamment une présentation des vidéos retraçant l'histoire de l'école Al-Zad depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'un poème théâtral intitulé Mélodie de fidélité présenté par les étudiants diplômés. À la fin de la cérémonie, le directeur de l'école Al-Zad, M. Faisal Robleh, et le membre du conseil fondateur, Ali Bouh, ont honoré les invités et les participants. Dans son discours, Ali Bouh a affirmé que les écoles Al-Zad de Djibouti dans son phare de l'éducation de premier plan dans la Corne d'Afrique, soulignant que la diversité des spécialités des écoles a contribué à la rediffusion et à la diffusion des sciences religieuses, de la langue arabe et de la culture islamique en Afrique. Eh bien, le directeur de l'école Al-Zad, M. Faisal Robleh,
a d'abord exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont assisté à cette cérémonie, en particulier au corps enseignant qui travaille avec diligence et dévouement pour l'élévation de cette école. Notre école, depuis sa fondation, a-t-il rappelé en 1986 jusqu'à ce jour, a connu un parcours riche en réalisation et en évolution, continue grâce au dévouement des élèves et d'enseignants ainsi qu'au soutien des parents. Il est heureux d'annoncer la fierté pour la victoire de l'un de ses élèves au championnat de la 4e édition du concours Ramadan, un exploit qui reflète les compétences et les talents. L'école adopte une politique de promotion et de développement des connaissances de la culture pour les enfants en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle afin de les préparer à répondre aux exigences de notre époque, a-t-il conclu. La Commission nationale des droits de l'homme et l'Organisation internationale pour les migrations ont organisé conjointement un atelier visant à identifier les actions pouvant renforcer les aspects des droits des personnes en déplacement, leurs devoirs vis-à-vis de la législation nationale. Ont participé à cet atelier des représentants des institutions gouvernementaux, des élus locaux, des préfectures, de la société civile. Les participants de l'atelier ont identifié les actions prioritaires conformément à la stratégie nationale pour les migrations de Djibouti et son plan d'action national. Cet atelier fait suite au mémorandum d'entente signé entre la CNDH et l'OIM. Les deux institutions ont déjà engagé des actions concrètes, notamment à travers des formations, des sensibilisations depuis la signature de la convention de partenariat. Cet atelier, pour sa part, visait à identifier les actions à long terme et à élaborer un programme commun d'action entre la CNDH et l'OIM qui soit aligné sur les priorités du pays. D'informations sur le dossier de la migration. Atelier technique, vous avez quand même pris part activement et l'atelier a été, à vrai dire, une rencontre interactive. Et pour la CNDH et l'OIM, la rencontre, ou même cet atelier, représente une étape importante pour les actions futures et communes et pour leur partenariat. Et je souhaite que ça va renforcer le travail qu'ils ont commencé ensemble. Et comme je vous le disais, l'atelier représente une étape importante en vue d'établir un programme plus annuel d'activités entre l'OIM et la CNDH dans l'identification d'actions pertinentes pour le renforcement du respect des droits des migrants, en particulier ceux vulnérables. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipeur. Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, connue sous le sigle OIM. Cet atelier fait suite au mémorandum d'entente que nos deux institutions ont signé et paraphé. Nous avons engagé des actions à court terme, notamment sur la question de la sensibilisation, le renforcement de la connaissance des droits, notamment des migrants, et la formation des acteurs locaux et gouvernementaux. Mais nous avons aussi aujourd'hui décidé de mettre en place un atelier afin d'identifier concrètement et dans le terrain les actions qui pourraient être faites conjointement entre l'OIM et la CNDH afin d'identifier les actions qui soient conformes à la fois à la politique de la stratégie nationale pour la migration, mais aussi du plan d'action national qui a été adopté par la République du Djibouti. Nous sommes très ravis d'avoir organisé cet atelier sur les actions à entreprendre pour la protection et la promotion des droits des migrants ici à Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs participants, et que ce soit les participants des autorités gouvernementales, sociétés civiles et aussi les représentants des régions, vu que les régions sont les plus touchées par la migration. Donc nous avons mis en œuvre des actions pour pouvoir faire un plan d'action et ainsi favoriser au plus les migrants de la protection et de la promotion de leurs droits. Le Djibouti Haïla Grand Hotel a abrité la cérémonie de clôture d'une formation sur le droit maritime international et le droit international des migrations, dont ont bénéficié 22 sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne, ainsi que des membres de la police nationale, de la marine nationale.
organisée par l'Organisation internationale pour les migrations et financée par le Japon. Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne à mener des opérations de surveillance des frontières maritimes, des opérations de recherche et sauvetage lancées au mois de mars 2024. Le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Oshima Hiroki, des représentants de l'OIM ont pris part à la cérémonie de clôture de la formation. Eh bien, dans une allocution prononcée durant la cérémonie, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti a souligné que le projet financé par le Japon va permettre de renforcer le système d'alerte pour les opérations de recherche et sauvetage, l'acquisition des matériels des opérations de recherche et sauvetage en mer et le renforcement des capacités du poste de surveillance du littoral maritime Khor Angar. Le projet que nous avons financé comprend le renforcement du système d'alerte pour les opérations de recherche et de sauvetage, la réhabilitation du poste de surveillance de la garde-côte djiboutienne à Khor Angar et l'approvisionnement au matériel nécessaire aux opérations de sauvetage. Nous espérons que ces activités contribueront aussi à renforcer les capacités de la garde-côte djiboutienne. Je voudrais exprimer ma gratitude aux autorités djiboutiennes ainsi qu'à l'équipe de l'OIM pour avoir rendu cette formation possible et j'espère que cette formation a renforcé l'amitié. Et dans un mot de clôture, le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a rappelé l'importance de la connaissance de la réglementation maritime qui permet au personnel de la garde-côte djiboutienne d'intervenir dans leur mission avec compétence et intégrité. Écoutons-le. Grande fierté que nous clôturons aujourd'hui la formation sur le droit international maritime et le droit international des migrations, organisée par l'Organisation internationale pour les migrations et financée par le Japon. Nous remercions sincèrement nos partenaires pour leur soutien continu essentiel pour améliorer la sécurité et la souveraineté de notre espace maritime. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations pour l'organisation impeccable de cette formation, au Japon pour son financement généreux et son soutien constant et indéfectible, aux instructeurs pour la qualité exceptionnelle et de leurs enseignements, leur engagement et leur expertise ont été indispensables au succès de cette initiative. Chers participants, durant cette formation, vous avez approfondi vos connaissances sur les piliers fondamentaux qui régulent les relations entre les États et les droits des individus en mer. Votre engagement et votre collaboration ont enrichi cette expérience, renforçant notre expertise pour mieux répondre aux défis complexes de notre mission. Au moment où les enjeux de la sécurité maritime et de la gestion des migrations sont cruciaux, vous êtes désormais mieux préparés pour affronter ce défi avec compétence et intégrité. En conclusion, je remercie chaleureusement tous les participants pour leur dévouement et les compétences et les connaissances acquises contribueront de manière significative à notre mission commune. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir plus sûr et plus stable. Bravo à tous pour ces succès. Culture à présent, ou comme à l'accoutumée l'événement saillant, notre information du jour, la soirée compétitive des jeunes candidats de l'émission phare Deep Talent qui s'est tenue chaque soir, le jeudi soir, dans le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, avec comme candidats des jeunes de la communauté arabe, nos compatriotes. Deep Talent est l'émission en télé-réalité diffusée à l'antenne de la radio-télévision de Djibouti
qui a débuté, rappelons-le, le 10 septembre 2023. Les jeunes artistes, candidats et candidates comme garçons se sont confrontés et filles se sont confrontés tous hier soir pour la 4e des quarts de finale au studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, devant des jurés et ses fans venus des 4 coins pour les soutenir et les honorer par leur présence qui encourage et stimule la motivation de chaque candidat respectif. Rappelons que les musiciens ont répondu présents pour permettre aux candidats des essais en boucle durant ces 3 derniers jours afin que ces derniers et dernières travaillent leur voix et surtout pour les préparer à respecter les rythmes des morceaux choisis de cette 4e soirée compétitive des quarts de finale en se faisant rendre cette mission encore plus captivante. C'est chose faite. Et dans l'actualité internationale, les forces israéliennes bafouent de manière flagrante les ordonnances de la Cour internationale de justice en tuant au moins 66 civils dont des femmes en 4 jours d'attaque contre Al-Rafah, a déclaré l'organisation non gouvernementale internationale Save the Children. Ces agressions ont eu lieu en dépit de l'ordonnance de la Cour internationale de justice enjoignant Israël de mettre fin à son offensive à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens ont trouvé refuge avant l'invasion de la ville le 6 mai dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et d'ici là, bon week-end à vous.